La pluie martelait l'asphalte quand elle vit l'homme étendu sur le trottoir. Du sang s'écoulait d'une coupure à son front, se mêlant à l'eau sale qui courait le long du caniveau. Un instant, Emma hésita. Il était presque minuit, les rues de Chicago étaient désertes, et sa mère l'avait toujours mise en garde contre les dangers d'aider des inconnus. Mais quelque chose dans la manière dont il était recroquevillé, tremblant sous la pluie glaciale, toucha une corde sensible en elle. « Monsieur, ça va » demanda-t-elle, s'approchant doucement. L'homme leva les yeux. Ils étaient d'un bleu étonnamment clair, contrastant avec la saleté de son visage. Il devait avoir une soixantaine d'années, des cheveux gris en bataille et des vêtements autrefois corrects, mais désormais déchirés et imprégnés de l'odeur d'alcool bon marché. « J'ai seulement besoin d'un endroit pour dormir cette nuit, » murmura-t-il, la voix rauque brisée par le froid. « S'il vous plaît. » Emma avait travaillé en double au restaurant familial ce jour-là. Ses pieds lui faisaient mal, ses économies étaient quasiment inexistantes, et demain serait encore une journée de lutte pour payer les factures. Mais en regardant cet homme brisé devant elle, elle ne put simplement passer son chemin. « Venez, » dit-elle en tendant la main. « Je vais vous emmener chez moi. » La maison d'Emma était un petit appartement au-dessus du restaurant où elle travaillait depuis ses 16 ans. Rien de luxueux, seulement 2 pièces qu'elle partageait avec sa mère malade. Mais il y avait un vieux canapé où l'homme pouvait dormir cette nuit-là, et c'était tout ce qui comptait. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle tandis qu'il s'installait sur le canapé, encore tremblant. « Robert » répondit-il simplement, acceptant la serviette qu'elle lui tendait. « Et vous êtes un ange. » Emma rit, un rire fatigué. « Loin de là. Je suis juste Emma, et je travaille au restaurant en bas. » Cette première nuit-là, elle prépara un simple sandwich et un thé chaud pour Robert. Il mangea comme s'il n'avait pas vu de nourriture depuis des jours, ce qui était probablement vrai. Quand il eut fini, il serra ses mains avec une force surprenante. « Merci, » dit-il, et il y avait dans ses yeux quelque chose qu'Emma n'arrivait pas à identifier. Une profondeur, une intensité qui ne cadrait pas avec son apparence de mendiant. Le lendemain matin, Robert avait disparu. Seul un petit mot resta sur le canapé. « Merci infiniment pour votre bonté. Je reviendrai si je peux. » Emma pensa qu'elle ne le reverrait jamais. Mais 3 jours plus tard, il était de nouveau là, debout sous la pluie devant le restaurant, portant les mêmes vêtements sales et le même regard perdu. Cette fois, elle n'hésita pas à le faire entrer. « Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans la rue, » dit-elle fermement en lui servant une assiette de soupe chaude. « Surtout avec ce temps. » Robert l'observa attentivement en mangeant. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-il. « Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être dangereux. » Emma haussa les épaules. « Ma grand-mère disait toujours que nous aidons les gens non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que cela fait de nous des êtres humains. » À partir de ce jour, Robert commença à apparaître régulièrement. Toujours poli, toujours reconnaissant, mais il y avait en lui quelque chose d'énigmatique qu'Emma n'arrivait pas à déchiffrer. Il parlait comme une personne instruite, utilisait des mots que la plupart des sans-abri n'auraient pas connus, et parfois elle le surprenait à observer le mouvement de la rue avec une expression calculatrice qui ne correspondait pas à sa situation. Mais Emma ne posait pas de questions. Tout le monde avait ses secrets, ses douleurs. Si Robert voulait garder les siens, elle respecterait cela. Les semaines passèrent. Robert venait presque tous les jours, toujours à la même heure, toujours affamé. Emma commença à mettre de côté de la nourriture supplémentaire du restaurant spécialement pour lui, ignorant les regards désapprobateurs des autres employés. « Emma, tu ne peux pas nourrir tous les clochards qui se présentent ici, » dit Tony, le gérant, un après-midi particulièrement chargé. « C'est mauvais pour les affaires. »« Ce n'est pas un clochard, » répliqua-t-elle en servant une généreuse portion de rôti à Robert. « C'est une personne qui a besoin d'aide. » Robert avait entendu la conversation depuis son coin habituel du restaurant. Ce soir-là, quand Emma alla voir comment il allait, elle le trouva debout à la fenêtre, regardant la ville en bas avec une expression songeuse. « Emma, » dit-il sans se retourner, « t'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes ont tant et d'autres n'ont rien ?» La question la prit au dépourvu. Je crois que parfois la vie est injuste. Mais cela ne veut pas dire que nous devons arrêter de nous soucier les uns des autres. Robert finit par se tourner vers elle. À ce moment-là, quelque chose passa dans ses yeux. Une émotion intense qu'elle n'arriva pas à identifier. De l'admiration? De la tristesse? De la détermination? « Tu es très spéciale, Emma, » dit-il doucement. « Plus que tu ne l'imagines. » Il y avait dans sa manière de le dire quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Mais avant qu'elle ne puisse lui demander ce qu'il voulait dire, Robert s'était déjà retiré vers le canapé, mettant fin à la conversation. Cette nuit-là, Emma resta éveillée des heures durant, repensant à ses paroles. Il y avait quelque chose chez Robert qui n'avait pas de sens.
Sa façon de parler, ses connaissances, la manière dont il semblait parfois évaluer tout ce qui l'entourait. Qui était-il vraiment? Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains chapitres de ce voyage incroyable. 2 semaines après leur première rencontre, Emma commença à remarquer des détails étranges à propos de Robert. Le mardi, lorsqu'elle lui servit le petit déjeuner, elle remarqua qu'il tenait la tasse d'une façon particulière, avec l'auriculaire légèrement relevé, comme quelqu'un habitué à la porcelaine fine. Le jeudi, il corrigea automatiquement sa prononciation d'un mot en français qu'elle avait mal lu sur le menu. « Comment savez-vous le français » demanda-t-elle, curieuse. Robert sembla réaliser son faux pas. « J'ai appris, dans la rue. Différentes personnes, différents endroits, » répondit-il vaguement, mais Emma remarqua le rouge qui lui montait aux joues. Le samedi suivant, son comportement devint encore plus suspect. Emma classait les reçus de la journée lorsqu'elle aperçut Robert à travers la vitre de la fenêtre, de l'autre côté de la rue, en train de parler au téléphone. Pas n'importe quel téléphone, un smartphone cher, rutilant. Il gesticulait intensément, sa posture droite et autoritaire, complètement différente de l'homme voûté et humble qu'elle connaissait. Quand il entra dans le restaurant quelques minutes plus tard, il était de nouveau voûté, traînant les pieds, le téléphone nulle part en vue. « Bonsoir, Emma », dit-il de sa voix rauque habituelle. « Avez-vous quelque chose de chaud pour un vieil homme fatigué ?» Emma servit le dîner, mais ne put chasser de sa tête ce qu'elle avait vu. Qui était cet homme au téléphone? Et où diable Robert avait-il caché l'appareil? La réponse vint de façon inattendue. Le lundi matin, Emma balayait le trottoir quand elle trouva une carte de visite tombée près de l'entrée. La carte était en papier luxueux, avec des lettres dorées en relief. William Thomson, CEO, Thomson Industries. Le nom ne lui disait rien, mais quelque chose dans la carte l'inquiétait. Cet après-midi-là, Robert apparut plus tôt que d'habitude. Il semblait agité, nerveux, vérifiant constamment par-dessus son épaule comme s'il craignait d'être suivi. « Tout va bien ?» demanda Emma en lui servant une assiette de ragoût. « Oui, oui. Juste, des gens de mon passé. Parfois, ils apparaissent quand on s'y attend le moins, » murmura-t-il, remuant la nourriture sans manger. Emma décida d'enquêter. Ce soir-là, après avoir fermé le restaurant, elle fit une recherche sur Thomson Industries avec le vieil ordinateur de la cuisine. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Thomson Industries était un conglomérat d'entreprises évalué à 3 milliards de dollars. Le PDG, William Thomson, était décrit comme l'un des hommes les plus riches du pays, un philanthrope discret qui évitait les médias. Mais ce qui choqua vraiment Emma, ce fut la photo. Même avec des cheveux bien coiffés, un costume élégant et une barbe soignée, les yeux étaient inconfondables. Ces mêmes yeux bleus perçants qu'elle nourrissait chaque jour. Robert était William Thomson. Emma resta éveillée toute la nuit, l'esprit en ébullition. Pourquoi un milliardaire prétendrait-il être un mendiant? Était-ce une sorte d'expérience sociale perverse? S'amusait-il à ses dépens? Le sentiment de trahison brûlait dans sa poitrine comme de l'acide. Le lendemain matin, quand Robert arriva pour le petit déjeuner, Emma pouvait à peine le regarder. Elle servit le café avec des mains tremblantes, la colère montant à chaque seconde. « Emma, ça va? Tu sembles troublée, » dit-il, et l'inquiétude dans sa voix paraissait sincère. « Je vais très bien, » mentit-elle, évitant ses yeux. Mais Robert était observateur. « Tu es sûre? Tu sembles différente aujourd'hui. » Emma explosa. « Différente? Tu veux savoir ce qui est différent? Découvrir que j'ai passé des semaines à nourrir un menteur. » Le visage de Robert pâlit. « Emma, je peux expliquer. » « Expliquer quoi? Comment tu as trouvé amusant de duper une serveuse stupide? Comme c'était drôle de me voir dépenser l'argent que je n'ai pas pour nourrir quelqu'un qui a probablement plus sur un compte en banque que je ne verrai de toute ma vie. » Les larmes coulaient désormais sur son visage, mélange de colère et d'humiliation. « Tu sais quelle est la pire partie? Je tenais vraiment à toi. Je m'inquiétais quand tu ne venais pas. Emma, s'il te plaît, » interrompit Robert en se levant de sa chaise. « Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. » « Je ne veux pas entendre tes explications, » cria-t-elle. « Je veux que tu partes. Maintenant. » Robert resta immobile un long moment, la regardant avec une expression de douleur profonde. « Très bien, » dit-il enfin. « Mais sache que tout ce que j'ai ressenti pour ta bonté était réel. Ta générosité a réveillé en moi quelque chose que je croyais mort depuis longtemps. » Il marcha vers la porte, s'arrêta et se retourna une dernière fois. « Je comprends ta colère. Tu as tout à fait le droit de me haïr. Mais je t'en prie, ne laisse pas mon mensonge t'empêcher d'être qui tu es. Le monde a besoin de personnes comme toi, Emma. » Après son départ,
Emma s'effondra sur une chaise et pleura. Elle pleura la trahison, l'humiliation, mais surtout la perte. Car, mensonge ou non, elle s'était attachée à cet homme. Elle avait trouvé un but en prenant soin de lui. Les jours passèrent lentement. Emma pensait se sentir soulagée de ne plus avoir à s'inquiéter pour Robert, mais au lieu de cela, elle ressentait un vide étrange. Le restaurant paraissait plus silencieux sans sa présence constante, plus froid sans ses histoires et ses conversations. Le mercredi, Tony la tira de côté. « Emma, il y a un gars en costume ici qui veut te parler. Il a dit que c'était au sujet du clochard que tu avais l'habitude de nourrir. » Emma sentit son estomac se nouer. Un homme grand, d'âge moyen, attendait près de l'entrée, tenant une grosse enveloppe. « Êtes-vous Emma Rodriguez ?» demanda-t-il formellement. « Oui. Je m'appelle David Chen, avocat de William Thompson. Il m'a demandé de vous remettre ceci. » Emma prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite et un chèque. Le montant du chèque la fit vaciller, 50 000 $. La lettre disait « Chère Emma, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'ai besoin que tu connaisses la vérité. Il y a 2 ans, ma femme est morte dans un accident de voiture. Mes enfants, que je croyais m'aimer, ont disparu dès que le testament a été lu, uniquement intéressés par l'héritage. J'ai découvert que toutes les personnes autour de moi étaient motivées par l'argent. J'ai commencé à douter qu'il existe encore une bonté sincère dans ce monde. Alors j'ai décidé de faire une expérience. Vivre comme quelqu'un qui n'avait rien et voir si je pouvais encore trouver une véritable compassion. J'ai passé des mois dans la rue, ignoré, humilié, traité comme invisible. Puis je t'ai rencontré. Tu m'as redonné foi en l'humanité, Emma. Ta bonté n'avait aucune arrière-pensée. Tu as pris soin de moi alors que je n'étais rien pour toi. L'argent est une petite forme de gratitude, mais je sais que je ne peux pas acheter ton pardon. Je voulais seulement que tu saches que ta gentillesse a sauvé un homme qui avait perdu tout espoir. Avec une gratitude éternelle, William. Emma serra la lettre contre sa poitrine, les larmes revenant, mais cette fois elles étaient différentes. Ce n'était pas de la colère ni de l'humiliation, mais une émotion complexe qu'elle n'arrivait pas à nommer. De la compréhension, peut-être. De la compassion pour un homme qui avait perdu tout ce qui comptait vraiment. Elle regarda de nouveau le chèque. 50 000 $. C'était plus d'argent que sa famille n'en avait vu depuis des années. Elle pourrait payer les dettes, le traitement de sa mère, peut-être même agrandir le restaurant. Mais en tenant le papier, Emma réalisa quelque chose qui la surprit. L'argent n'était pas ce qui comptait le plus. Ce qui comptait vraiment, c'était de savoir que sa bonté avait profondément touché quelqu'un, avait changé une vie de manière réelle et durable. Peut-être, pensa-t-elle, qu'il y avait plus dans cette histoire que de simples mensonges et trahisons. Emma rangea le chèque dans un tiroir et n'en parla à personne. Pendant 3 jours, elle se comporta comme si de rien n'était, mais son esprit ne cessait de travailler. La lettre de William résonnait dans ses pensées, surtout la partie sur la perte de foi en l'humanité. Elle connaissait cette douleur. Elle l'avait vue chez sa propre mère après que son père les ait abandonnés. Le samedi matin, en préparant le café, Emma prit une décision qui la surprit. Elle allait chercher William. Mais elle n'allait pas simplement frapper à la porte de Thompson Industries. S'il avait testé son humanité, il était maintenant temps pour elle de le tester à son tour. Emma devait savoir si l'homme derrière le déguisement était réellement sincère ou si tout n'était qu'un jeu élaboré d'un milliardaire ennuyé. La première étape fut la bibliothèque publique. Emma rechercha tout ce qu'elle pouvait sur William Thompson. Elle découvrit qu'il avait construit son empire à partir de rien, en commençant par une petite entreprise technologique dans le sous-sol de sa maison. Il avait perdu ses parents jeunes, travaillé 3 emplois pour se financer à l'université et rencontré sa femme, Catherine, dans un refuge pour animaux où ils étaient tous 2 bénévoles. Mais ce qui attira le plus son attention, ce furent les photos des 2 dernières années. Lors des événements sociaux obligatoires, William apparaissait toujours seul, avec un sourire forcé qui ne touchait pas ses yeux. Dans les rares interviews qu'il accordait, il ne parlait que d'affaires, jamais de famille. C'était comme si une partie de lui était morte avec sa femme. Emma trouva l'adresse du manoir de William grâce au registre public. Le lundi après-midi, pendant son jour de congé, elle prit 3 bus pour atteindre le quartier le plus chic de la ville. La maison était impressionnante. Un palais de style colonial entouré de jardins parfaitement entretenus et d'un portail en fer avec des gardes. Mais Emma n'était pas venue pour l'affronter. Au lieu de cela, elle se cacha derrière un café de l'autre côté de la rue et observa. Pendant 2 heures, elle vit William sortir de la maison une seule fois. Il marchait seul dans le jardin, les mains derrière le dos, la tête basse. Même à distance, Emma pouvait voir la solitude dans sa posture. Quand un jardinier tenta de le saluer, William se contenta de faire un signe poli et continua sa promenade, gardant ses distances. Le mardi,
Emma revint, mais cette fois suivit William lorsqu'il sortit en voiture. La Mercedes noire s'arrêta d'abord dans un cimetière de l'autre côté de la ville. Emma observa de loin William marcher jusqu'à une tombe en marbre blanc, s'agenouiller et parler doucement pendant presque 1 heure. Quand il se leva, Emma vit qu'il s'essuyait les yeux. Après le cimetière, William se rendit dans un refuge pour sans-abri au centre-ville. Emma fut choquée de le voir entrer par la porte arrière, portant les mêmes vêtements sales qu'il portait lorsqu'il faisait semblant d'être Robert. Il n'était pas là en tant que donateur ou mécène, il était là comme l'un d'eux. Emma réussit à s'approcher d'une fenêtre et à observer. William servait de la soupe aux autres sans-abri, discutant avec eux comme des égaux, écoutant leurs histoires. Pas de photographes, pas de médias. Juste un homme riche aidant des personnes invisibles pour la société. Il fait ça tous les mardis et jeudis depuis 6 mois, dit une voix derrière elle. Emma se retourna et vit une femme âgée portant le tablier du refuge. « Désolée, je ne devrais pas espionner, » dit Emma, rougissante. « Vous le connaissez » demanda la femme, curieuse. « Parce que c'est l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Il ne manque jamais, ne se plaint jamais, et fait toujours un don substantiel de manière anonyme. Mais il y a quelque chose de triste en lui, comme s'il cherchait quelque chose qu'il a perdu. » Emma sentit un nœud dans sa gorge. « Je pense qu'il cherche la rédemption. » Le mercredi, Emma fit quelque chose qui la surprit. Elle se rendit au bureau de Thomson Industries. Pas pour rencontrer William, mais pour observer ses employés. Elle s'assit dans le hall, faisant semblant d'attendre une réunion, et écouta les conversations. « Monsieur Thomson a annulé une autre réunion sociale, » dit une secrétaire au téléphone. « Il ne se présente que pour les engagements essentiels. Il est différent depuis que sa femme est morte. J'ai entendu dire qu'il donne des millions à des œuvres de charité, mais ne veut jamais être crédité, » commenta un autre employé. C'est comme s'il essayait de se punir pour quelque chose. Emma commença à comprendre. William ne faisait pas semblant de faire preuve de bonté. Il essayait sincèrement de trouver un sens à sa richesse, une façon d'honorer la mémoire de sa femme qu'il avait aimée. Le jeudi, Emma prit une décision audacieuse. Elle se rendit au refuge pendant l'heure où elle savait que William y serait, mais cette fois entra par la porte principale comme bénévole. « J'ai besoin d'aide pour servir les repas aujourd'hui, » dit-elle à la coordinatrice. Emma travailla en cuisine pendant 2 heures avant que William n'arrive. Lorsqu'il la vit, il faillit renverser la casserole qu'il portait. « Emma, que fais-tu ici ?»« La même chose que toi, » répondit-elle simplement. « Essayez de comprendre ce qui compte vraiment. » Ils travaillèrent côte à côte en silence pendant 1 heure. Emma observa comment William interagissait avec chaque personne. Il y avait de la préoccupation sincère dans ses yeux, un réel intérêt pour leurs histoires. Ce n'était pas le comportement de quelqu'un faisant de la charité par obligation sociale. « Puis-je poser une question ?» dit Emma en essuyant les tables. William acquiesça, tendu. « Pourquoi continues-tu à venir ici? Même après ton expérience ?» William s'arrêta de nettoyer et la regarda. « Parce que j'ai découvert que c'est la seule partie de ma vie qui a du sens maintenant. Quand je suis ici, je ne suis pas le PDG milliardaire dont les enfants n'appellent que quand ils ont besoin d'argent. Je suis juste William. Et cela me rappelle qui j'étais avant que tout l'argent ne complique les choses. » Emma sentit quelque chose bouger dans son cœur. « Et qui étais-tu avant? » Quelqu'un qui croyait que les gens pouvaient être bons simplement parce qu'ils sont humains. Quelqu'un comme toi. Cette nuit-là, Emma rentra chez elle avec une perspective complètement différente. William n'était pas le méchant qu'elle avait imaginé dans son esprit. Il était un homme brisé essayant de se réparer, utilisant sa richesse non pour se montrer, mais pour trouver un but après une perte dévastatrice. Emma sortit le chèque du tiroir et l'examina à nouveau. 50 000 $. Une somme capable de changer la vie de sa famille. Mais maintenant elle comprenait que ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était à propos de William qui essayait de donner un sens à sa richesse à travers une gratitude sincère. Le vendredi, Emma fit quelque chose qu'elle n'avait même pas prévu. Elle se rendit chez Thomson Industries et demanda à parler à William Thomson. « Je suis désolé, mais Monsieur Thomson ne reçoit pas de visite sans rendez-vous, » dit la réceptionniste poliment. « Dites-lui qu'Emma Rodriguez est ici, et qu'elle a besoin de lui rendre quelque chose qui lui appartient. » 15 minutes plus tard, Emma était dans l'ascenseur en montant au dernier étage, le chèque plié dans son sac. Elle avait découvert qui William était réellement, mais maintenant il devait découvrir qui elle était réellement aussi. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un bureau impressionnant avec vue panoramique sur la ville. William se tenait près de la fenêtre, vêtu d'un costume impeccable, mais ses yeux avaient toujours la même vulnérabilité qu'elle connaissait. « Emma, » dit-il doucement, « tu es venue. »« Je suis venue rendre ceci, » dit-elle, sortant le chèque de son sac.
et faire une proposition qui pourrait tout changer entre nous. William regarda le chèque dans ses mains comme s'il s'agissait d'un objet extraterrestre. Emma, je ne comprends pas. Cet argent est à toi. Tu mérites bien plus que ça pour la bonté que tu m'as montrée. C'est justement pour ça que je ne peux pas accepter, dit Emma, la voix ferme mais douce. Parce que tu ne comprends pas encore ce que ta bonté a signifié pour moi. William fronça les sourcils, confus. Ma bonté? Emma, je t'ai menti pendant des semaines. Oui, tu as menti sur ton identité, admit Emma. Mais tu n'as pas menti sur ton âme. Je t'ai vu au refuge, William. J'ai vu comment tu traites ces gens. Je t'ai vu au cimetière. Tu ne faisais pas semblant d'être une bonne personne. Tu essayais de te souvenir de ce que c'est qu'être humain. Emma marcha jusqu'à la grande fenêtre du bureau, regardant la ville en contrebas. Je peux te dire quelque chose? Quand mon père nous a abandonnés, j'avais 12 ans. Ma mère est devenue si amère, si méfiante envers tout le monde, qu'elle a cessé de croire que les gens bons existaient. Elle m'a élevée pour être prudente, pour ne jamais faire confiance complètement à quelqu'un. William resta silencieux, écoutant. Mais ensuite, tu es apparu, continua Emma. Et prendre soin de toi m'a appris quelque chose que je ne m'attendais pas à apprendre. Aider quelqu'un sans rien attendre en retour me faisait sentir vivante d'une manière que je n'avais jamais connue. Tu ne m'as pas seulement donné l'occasion d'être bonne, tu m'as donné un but. Emma. Je n'ai pas fini, l'interrompit-elle, se retournant pour le regarder. Tu as dit que j'avais restauré ta foi en l'humanité. Mais tu as fait la même chose pour moi. Tu m'as montré qu'il y a encore dans ce monde des gens qui valorisent la bonté au-dessus de tout. William s'approcha lentement d'elle. Mais l'argent, Emma. Toi et ta famille avez besoin. Oui, nous avons besoin, acquiesça-t-elle. Mais pas de ton argent. Nous avons besoin de ton cœur. La confusion sur le visage de William était évidente. Emma prit une grande inspiration, se préparant à la proposition qu'elle avait répétée mentalement pendant des jours. Je veux faire un partenariat avec toi, William. Mais pas un partenariat commercial ordinaire. Je veux que nous utilisions nos expériences, ta richesse et ma compréhension des personnes qui luttent chaque jour, pour créer quelque chose qui fasse vraiment une différence. Quel genre de partenariat? Emma sortit un carnet de son sac. Elle avait passé des heures à planifier cela. Tu te souviens du restaurant où je travaillais? Le propriétaire est en faillite. Il est sur le point de fermer. Je veux l'acheter, mais pas pour en faire un restaurant chic. Je veux le transformer en quelque chose de révolutionnaire. Elle ouvrit le carnet, montrant des pages de notes et de dessins. Pendant la journée, il fonctionnerait comme un restaurant normal, servant de la nourriture de qualité à prix abordable. Mais tous les soirs, de 6 à 9 heures, ce serait gratuit pour toute personne ayant besoin d'un repas chaud, peu importe sa situation. William étudia les dessins, son expression passant de la confusion à l'intérêt. Mais voici la partie vraiment spéciale, continua Emma, s'animant. Ce ne serait pas de la charité traditionnelle. Chaque personne venant manger gratuitement aurait la possibilité de contribuer d'une manière ou d'une autre. Aider en cuisine, nettoyer les tables, discuter avec d'autres clients solitaires. Tous auraient de la dignité, tous auraient un but. C'est une idée incroyable, murmura William. Mais pourquoi as-tu besoin de moi? Parce que ce n'est pas seulement une question d'argent, expliqua Emma. Il s'agit de connexion humaine. Tu as des ressources, mais tu as aussi une perspective unique. Tu as vécu des deux côtés, comme quelqu'un qui a tout et comme quelqu'un qui n'a rien. Cette expérience est inestimable. William marcha jusqu'à son bureau, réfléchissant à tout ce qu'Emma venait de dire. Et que veux-tu exactement de moi? Je veux que tu sois mon partenaire. Pas mon patron, pas mon bienfaiteur, mon partenaire à égalité. Tu investirais non seulement de l'argent, mais du temps. Nous travaillerions ensemble, côte à côte, tous les jours. Et en échange. Emma hésita un moment avant de continuer. En échange, tu aurais ce que tu as perdu quand Catherine est morte, une famille choisie. Une famille construite non pas par le sang ou l'argent, mais par un but partagé. Les yeux de William se remplirent de larmes. Emma, tu me connais à peine. Comment peux-tu offrir quelque chose d'aussi? Parce que je connais ton âme, l'interrompit-elle. Et tu connais la mienne. Le reste n'est que détail. William resta silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était rauque d'émotion. Il y a une chose que tu ignores à mon sujet, Emma. Catherine et moi. Nous avons essayé d'avoir des enfants pendant des années. Nous n'avons jamais réussi. Elle disait toujours que peut-être nous étions destinés à former une famille d'une manière différente. Emma sentit son cœur s'accélérer. Quand je l'ai rencontrée ce premier jour sous la pluie, continua William,
J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai senti que peut-être Catherine avait raison. Peut-être que la famille ne se résume pas à l'ADN. William. Mais il y a un problème avec ta proposition, dit-il, et Emma sentit son estomac se nouer. Tu as parlé de partenariat à égalité, mais ce n'est pas juste. Emma s'apprêtait à protester quand William sourit. Le premier vrai sourire qu'elle voyait chez lui. Ce n'est pas juste parce que tu offres bien plus que moi. Tu offres de l'espoir, un but, et une chance d'honorer la mémoire de ma femme d'une manière qu'elle approuverait totalement. William prit le chèque qu'Emma avait rendu et le déchira en petits morceaux. Je ne paierai pas ta bonté, Emma. Je vais la mériter en étant le partenaire que tu mérites. Emma sentit les larmes couler sur son visage. Alors tu acceptes. J'accepte, mais à une condition. Le cœur d'Emma s'emballa à nouveau. Je veux t'adopter officiellement comme ma fille. Pas par obligation ou gratitude, mais parce qu'en toi j'ai trouvé la famille que Catherine et moi avons toujours rêvé d'avoir. Emma resta sans voix. La proposition était si inattendue, si profonde, qu'elle dut s'appuyer sur le bureau pour ne pas tomber. Tu veux vraiment dire ça? Je n'ai jamais parlé de quelque chose de plus sérieux dans ma vie, répondit William en s'approchant d'elle. Catherine disait toujours que la famille, c'est un choix, pas une coïncidence. Je te choisis, Emma. Je choisis d'être ton père si tu me le permets. Je choisis que nous construisions ensemble non seulement un restaurant, mais une vie. Emma pensa à sa mère, seule et malade. Elle pensa à toutes les nuits où elle avait travaillé tard, rêvant d'une vie meilleure. Elle pensa à William, un homme brisé qui avait retrouvé l'espoir grâce à sa bonté. « Oui, murmura-t-elle. Oui, j'accepte d'être ta fille. J'accepte d'être ton partenaire. J'accepte de construire cette famille choisie. » William la serra alors dans ses bras, une étreinte portant des années de solitude, des mois de mensonges, et maintenant, une promesse d'avenir partagé. Lorsqu'ils se séparèrent, Emma réalisa quelque chose qui la fit rire à travers ses larmes. « Tu sais que tu vas devoir rencontrer ma mère, non? Et elle ne croira rien de tout ça. » William rit aussi. « Alors je suppose qu'il vaut mieux commencer doucement. Peut-être en apportant des fleurs? Et en se préparant à beaucoup d'interrogatoires, » ajouta Emma. « Elle voudra connaître tes intentions. » « Mes intentions, » dit William, regardant par la fenêtre vers la ville où ils s'étaient rencontrés, « sont de passer le reste de ma vie à être digne de la fille la plus incroyable qu'un homme puisse demander. » À ce moment-là, Emma sut que sa vie avait changé pour toujours. Non pas à cause de l'argent ou du statut, mais grâce à la connexion humaine qu'elle avait trouvée au lieu le plus improbable, dans le cœur d'un milliardaire qui s'était déguisé en mendiant pour redécouvrir sa propre humanité. 6 mois plus tard, Emma se tenait devant la porte d'entrée de ce qui n'était autrefois qu'un petit restaurant familial. Maintenant, une enseigne dorée brillait au soleil, Catherine Estable, où tout le monde est en famille. Le nom avait été l'idée de William, une façon d'honorer sa défunte épouse tout en créant quelque chose qu'elle aurait aimé. « Nerveuse ?» demanda William, apparaissant à côté d'elle avec 2 tabliers dans les mains. « Un peu » admit Emma en nouant son tablier. « C'est difficile de croire que nous en sommes arrivés là. » Le restaurant avait été complètement transformé, tout en gardant son essence chaleureuse. Pendant la journée, il servait des plats maison à prix juste pour les travailleurs et les familles du quartier. Mais de 6 à 9 heures du soir, les portes s'ouvraient à toute personne ayant besoin d'un repas chaud, sans question, sans jugement. La vraie magie, cependant, se trouvait dans les détails qu'Emma et William avaient planifiés ensemble. Chaque table avait une petite carte qui disait « Ton histoire compte. Si tu veux la partager, nous sommes là pour écouter. » Un mur entier était consacré à une fresque où les clients pouvaient laisser des messages d'espoir pour ceux qui viendraient après eux. « Tu te souviens quand tu as dit que tout le monde méritait de la dignité ?» demanda Emma en ajustant les chaises. « Regarde ce que nous avons créé. » William sourit, observant l'équipe se préparer pour une nouvelle journée. La moitié du personnel était composée de personnes qu'ils avaient rencontrées dans l'abri. Elles avaient maintenant des emplois décents, des salaires justes et, plus important encore, un but. L'autre gérant était Marcus, un ancien sans-abri qui s'était révélé être un leader naturel et un cuisinier exceptionnel. « Bonjour, monsieur Thompson. »« Bonjour, Emma. » fit Marcus en agitant la main depuis la cuisine. Il ne les appelait jamais père et fille au travail. Il préférait garder les choses professionnelles pendant les heures de service, mais son sourire portait la chaleur d'une gratitude sincère. La mère d'Emma, Rosa, sortit de la cuisine avec un plateau de pain frais. Sa transformation avait été aussi remarquable que celle du restaurant. Au départ sceptique à propos de William, « Aucun milliardaire ne fait ça sans arrière-pensée », avait-elle dit. Rosa le traitait désormais comme un gendre bien-aimé. « William, tu as encore oublié de manger.
dit-elle en posant une assiette devant lui. Comment comptes-tu prendre soin de ma fille si tu ne prends pas soin de toi? Emma rit. Au cours des derniers mois, Rosa avait pris le rôle de mère autant pour elle que pour William, ce qu'il recevait avec une gratitude émouvante. C'était comme si tous guérissaient d'anciennes blessures grâce à cette nouvelle dynamique familiale. Merci, Rosa, dit William en acceptant l'assiette. Catherine serait heureuse de savoir que j'ai maintenant 2 femmes qui prennent soin de moi. À 5h30, les premiers clients du service gratuit du soir commencèrent à arriver. Emma reconnut des visages familiers, des personnes devenues régulières. Mais elle vit aussi de nouveaux visages, certains nerveux, d'autres méfiants. « Bonsoir », salua Emma un homme qui semblait être là pour la première fois. « Bienvenue à Catherine Estable. Vous pouvez vous asseoir où vous vous sentez à l'aise. » L'homme, qui paraissait avoir une 50aine d'années, regarda autour de lui nerveusement. « C'est vrai que c'est gratuit? Je n'ai rien à payer? » « Complètement gratuit, » confirma William, apparaissant avec une tasse de café chaud. « La seule chose que nous demandons, c'est que vous vous sentiez chez vous. » Emma observa William parler avec l'homme, écoutant son histoire avec une réelle attention. C'était incroyable de voir à quel point il avait changé depuis ses premiers jours où il prétendait être Robert. La vulnérabilité qu'il cachait autrefois derrière un déguisement était maintenant sa force. Il se connectait aux gens parce qu'il n'avait pas peur de montrer sa propre humanité. Pendant le dîner, Emma circula entre les tables, conversant avec les clients. Dans le coin, une jeune famille mangeait en silence. Le père avait récemment perdu son emploi. Près de la fenêtre, un vieux vétéran partageait des histoires avec un adolescent qui avait fugué. À la table centrale, 3 femmes sans abri planifiaient comment elles s'entraideraient la semaine suivante. « Tu as vu ça ?» murmura William, pointant discrètement une des tables. Emma regarda et vit quelque chose qui la fit sourire. L'homme qui était arrivé nerveux plus tôt aidait maintenant à servir de l'eau aux autres tables, discutant joyeusement avec d'autres clients. Sans que personne ne le lui demande, il avait trouvé sa propre manière de contribuer. « C'est exactement ce que tu voulais, non ?» demanda William. « Un endroit où chacun a de la valeur. »« Ce que nous voulions, » corrigea Emma. « Et nous l'avons fait. » À 8h30, alors que l'agitation commençait à diminuer, Emma reçut un appel qui la bouleversa. C'était David Chen, l'avocat de William, avec des nouvelles concernant quelque chose qu'ils avaient planifié en secret. « Emma, j'ai de bonnes nouvelles, » dit David. « Les papiers d'adoption ont été officiellement approuvés aujourd'hui. Félicitations, tu es désormais légalement Emma Thompson. » Emma sentit ses yeux se remplir de larmes. Même si elle savait que cela allait arriver, l'officialisation paraissait irréelle. « William » appela-t-elle en courant vers lui. David a appelé. C'est officiel. William la serra fort dans ses bras, et Emma put voir qu'il était aussi ému. Bienvenue officiellement dans la famille, ma fille. Rosa sortit de la cuisine à ce moment précis, comme si elle avait un 6e sens pour les moments importants. Que se passe-t-il ici? Maman, dit Emma, toujours dans les bras de William. Maintenant c'est officiel. William est aussi mon père sur les papiers. Rosa s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha. Un instant, Emma pensa qu'elle allait pleurer, mais au lieu de cela, Rosa donna une tape affectueuse sur le bras de William. « Il était temps, » dit-elle. « Maintenant, tu ne peux plus nous fuir. » William rit, un son riche et sincère. « Je ne fuirais pas même si je le pouvais. » Ce soir-là, après que tous les clients furent partis et que l'équipe eut fini de nettoyer, Emma, William et Rosa s'assirent à la grande table pour un repas en famille. C'était une tradition qu'ils avaient créée. Chaque soir, après le travail, les 3 se retrouvaient pour dîner et discuter de la journée. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus dans tout ça ?» dit Rosa en coupant un morceau de tarte. « C'est à quel point vous avez changé tous les deux. Emma, tu as toujours été gentille, mais maintenant tu as confiance, un but. Et William ?» Elle le regarda avec tendresse. « Tu souris vraiment maintenant. » William hocha la tête, pensif. « J'ai découvert que le bonheur ne vient pas d'avoir tout ce que tu veux. Il vient de vouloir tout ce que tu as. Et de savoir que tu fais la différence, » ajouta Emma. « Tu te souviens de M. Peterson qui venait ici les premières semaines? Il a trouvé un emploi la semaine dernière. Et Maria? Elle économise pour louer un petit appartement. Et Marcus sort avec Lisa Delabrie, » ajouta Rosa avec un sourire malicieux. L'amour fleurit partout. Emma regarda autour du restaurant, les messages d'espoir sur le mur, les photos de l'équipe, les dessins que les enfants clients avaient faits pour eux. 6 mois plus tôt, elle était serveuse et peinait à payer ses factures. Maintenant, elle était la fille d'un milliardaire, copropriétaire d'une entreprise prospère et membre d'une famille qu'ils avaient choisi de construire ensemble. Mais le plus important était de savoir que chaque jour, grâce à Catherine Estable,
il prouvait que la véritable bonté existait encore dans le monde. Que la famille pouvait être construite à travers l'amour et le but. Qu'un petit acte de compassion, comme nourrir un étranger sous la pluie, pouvait changer non seulement une vie, mais créer des vagues de transformation qui touchaient des centaines d'autres vies. William, dit Emma en prenant sa main et celle de Rosa, merci de m'avoir appris que la famille n'est pas une question d'où tu viens, mais de qui choisit de rester. Merci de m'avoir appris que la véritable richesse n'est pas dans ce que tu as, mais dans ce que tu donnes, répondit-il. Rosa serra leurs deux mains. Et merci de m'avoir donné une famille plus grande que je n'aurais jamais rêvé d'avoir. Dehors, Chicago dormait, mais à l'intérieur de Catherine Estable, 3 personnes qui s'étaient trouvées de manière improbable planifiaient une autre journée à répandre l'espoir, une assiette à la fois. Emma sourit, sachant que demain apporterait de nouveaux visages, de nouvelles histoires, de nouvelles occasions de prouver que oui, la véritable bonté existe encore dans ce monde. Il suffit d'avoir le courage de l'offrir en premier. Si cette histoire a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Parce que des histoires comme celle-ci nous rappellent que nous avons tous le pouvoir de changer des vies grâce à de petits actes d'amour.